Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux petits live coding de refactoring pour présenter deux techniques de refactoring. Donc avant, juste, je me présente rapidement. Donc je suis coach technique refactoring, en particulier à Murex. Donc il y a mon compte Twitter et je tiens aussi un blog sur le refactoring, si ça vous intéresse, autant sur le code et sur les organisations. Et donc on va démarrer rapidement, je vais vous présenter le sujet. Je vais faire du live coding sur un repo qui est en ligne sur GitHub qui s'appelle Trivia, qui est une base de code très petite mais très legacy, un peu touffue, qui implémente les règles d'un jeu de Trivial Pursuit, équivalent Trivial Pursuit. Donc un truc dans lequel on peut dire, bah voilà, j'ai lancé les dés, j'ai fait ça, j'ai fait 5. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il va vous dire, bon bah voilà, vous allez là, voilà le genre de questions que vous allez avoir, et maintenant c'est à un tel de jouer, et ainsi de suite. Donc pour vous montrer un petit peu ça, on va regarder le code tout de suite ensemble. Voilà, c'est assez gros là, bon, ça a l'air. Donc ce qu'on a, en fait, on a un code avec un main qui crée un jeu, qui ajoute des joueurs. Et puis ensuite on lance les dés, on regarde si c'est la bonne réponse, la mauvaise réponse, et ainsi de suite. Ça finit jusqu'à la fin de la partie. Ça on peut le lancer. Hein. J'ai mis un espace. Ah. Voilà. Voilà, donc quand ça s'exécute, ça fait quelque chose comme ça. Ça vous dit un peu tout ce qui se passe dans une partie. Bon. Voilà. Si on regarde là où ça se passe, en fait, c'est dans game. Alors game.h déjà, donc on déclare des variables avec des annotations un peu funky. Voilà, enfin il y a du code comme ça. C'est pas très bien formaté, c'est pas très joli non plus. Voilà, il y a tout un tas de trucs, on mélange un peu tout un tas de niveaux d'abstraction. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses moches. Des accès à des tableaux, des trucs comme ça. Enfin, vous voyez un peu la tête du truc. Bon. C'est une base de code qui est prévue pour s'exercer justement au refactoring, faire des katas de refactoring, ce genre de choses. Nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un truc tout bête, c'est qu'ici, on a 4 vecteurs, enfin 4 vecteurs, un vecteur et 3 tableaux, qui représentent chacun représente une propriété d'un joueur. Donc là, on a les noms des joueurs, ici on a l'endroit, la case dans lesquelles les joueurs sont, et ici on a la monnaie, les points qu'ont les joueurs, et ici on sait s'ils sont pénalisés ou pas. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est remplacer tout ça par un vecteur de player. Et avoir une classe player qui aurait ces propriétés-là, ce qui évite les problèmes de synchro entre ces différents tableaux et tout ce genre de choses. Donc, allons-y, on va démarrer. Je vais vous présenter rapidement la première technique qui s'appelle le Golden Master. Golden Master, je sais pas, qui a déjà entendu parler du Golden Master test? Personne. Alors le Golden Master, c'est une technique pour poser des tests temporaires. C'est-à-dire qu'on va écrire un test end-to-end, plutôt end-to-end, temporaire, qui va s'appuyer sur les I/O de notre programme. Donc souvent, on va utiliser les logs, les traces, des choses comme ça. Et on va capturer ces I/O. Et ensuite, quand on va réexécuter notre test, on va vérifier qu'on a toujours les mêmes I/O. Alors c'est temporaire parce que si jamais on change un moindre truc dans le code, tout le test foire. Mais en revanche, c'est un bon premier pas pour faire du refactoring. Refactoring au sens strict de la définition qui est de dire changer le code sans changer le comportement du programme. Du coup, ça permet, on écrit ce test-là, on fait un peu de refactoring, on coupe des choses pour pouvoir écrire des tests plus petits, puis ensuite on enlève le test qu'on a mis au départ. Donc c'est dans ce sens-là que c'est temporaire. Donc ça tombe bien, nous on a vu tout à l'heure quand on lançait le programme, on a plein d'outputs là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un test, je vais mettre en place un Golden Master en utilisant cet output là. Alors, j'ai un petit truc, il est où mon truc? Ici. Je vais tricher un tout petit peu parce que je vais pas
Je sais pas, je connais pas. Tac. Voilà. Donc on a cette partie-là qui est un test. Voilà. Donc là, en fait, ce que je voudrais, moi, c'est réexécuter ce main. C'est réexécuter ce main là dans mon test et vérifier que l'output est bien le même. Donc en gros, le test il ressemblerait à ça. C'est que on crée un stream, on le passe au main et on récupère l'output qui a été donné. Ensuite, on compare par rapport à un fichier de snapshot. Donc ce qu'on va faire, la première étape qu'on va faire, c'est que on va déjà je me tâte. Bon, on va déjà essayer ça. Donc là, bon, je pourrais faire un peu mieux, mais bon, c'est vraiment histoire de lancer les choses. Donc je vérifie que tout compile. Donc là, c'est juste le main des tests. Qui compile pas, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut juste rebuilder. Ah, c'est parce que j'ai dû faire du... Il y a déjà un test ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fiché? Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai copié sans effacer le premier. Voilà. Du coup, je peux relancer mon... Je lance mon test. Qui est où? Qui est ici. Alors, il me dit que c'est bon parce qu'en fait, snapshot est vide. Donc, première étape qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va créer notre snapshot pour faire failer notre test. Donc, pour créer le snapshot, c'est pas très compliqué en fait. On lance notre programme avec le vrai main. On regarde ce qui se passe ici. On sélectionne tout. Et on va créer un nouveau fichier ici. Un fichier texte qu'on va appeler snapshot, dans lequel on va tout coller. Maintenant, si on revient ici et que on réutilise notre notre nouveau fichier snapshot, ça devrait failer. Voilà, donc ça fail, et si on regarde l'erreur, bah, il nous dit que l'output, ça devrait être tout ça, mais qu'en fait, bah, c'était vide. Évidemment, vu qu'on n'a rien capturé, donc on va commencer à changer un petit peu les choses. Là, ce qu'on voudrait, c'est passer out à main. Bon, on va pas changer la signature de main, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste appeler ça run game. On va extraire une petite fonction pour ça. Voilà, ça on va le renommer en run game. Normalement ça devrait... Donc là il n'est pas content parce qu'il dit qu'il a un argument en trop ici. On va rajouter un petit argument à notre run game. On va appeler ça std au stream référence out. Voilà, on lui passe ça. Et puis ici on va lui faire std cout. Normalement ça doit compiler, les tests doivent toujours failer, donc on va continuer à descendre notre out dans notre game. Donc run game ici, tous les outputs se passent dans game. Voilà.
Donc on y va ici, on va changer notre constructeur de la même manière. Donc là, bah, au moins on vérifie. Ouais, bah lui, il est pas content, mais en même temps c'est un test sample, donc on peut l'effacer pour l'instant. C'était un test qui testait juste que, enfin un truc qui était toujours vrai, donc il servait à rien. Ici on a toujours notre erreur. Ouais. Rien que de faire ça, ça peut modifier des centaines de fichiers si jamais le code n'a pas été prévu pour pouvoir rediriger les sorties ailleurs que sur sa out. Pourquoi ne pas plutôt rediriger le buffer qui est en dessous de sa out? Bah oui. Ouais. Ça évite de devoir tout modifier pour ouais. Ou utiliser gmock et changer le constructeur de game. Parce que tu peux faire mock de ta classe game, rajouter un constructeur qui prend ses out et normalement avec le mocking ça devrait passer. Enfin, je suppose que tu peux rediriger tous tes std out dans ton mock. C'est pas game qui veut tester. Comment? S'il veut tester game, pourquoi du mock? Il mock game comme ça il. Bah non, justement on veut tester game. On veut mettre un test sur game. On peut pas vraiment moquer game. Faut pas le moquer. Ouais. Si tu mock, tu peux récupérer son code. Enfin, tu peux rappeler les fonctions. En fait. Ah oui, comme ça, d'accord. Ouais, là moi ce que je montre une technique, une manière de faire quoi. L'idée c'est quand on pose le Golden Master Test, c'est d'essayer d'être le moins intrusif possible. S'il y a une technique si tu connais une technique plus rapide pour le faire, bah écoute, c'est parfait quoi. Après ça, c'est vraiment, c'est pour illustrer les IO. Donc ça peut être des traces, ça peut être autre chose aussi quoi. C'est vraiment. De toute façon, ce sera probablement pas STC out en réalité. Ouais. Sauf si c'est. Donc ce qu'on va faire là maintenant pour pouvoir. Le constructeur. Pardon? Explicite le constructeur. Je me sens mieux. Alors en fait. Là, on va vérifier que tout compile toujours, que le test fail toujours à peu près de la même manière. Ouais, mais c'est. Et du coup, alors je reviendrai sur ce genre de refactoring, parce qu'en fait c'est un peu piégeux, pour dire la vérité. C'est un peu piégeux. Du coup, là je vais faire un dernier truc normalement qui devrait nous aider à faire tout passer. Je vais changer ici dans ce fichier, donc on a tout ça qui est changé. Et on va essayer de relancer les tests une dernière fois. Et maintenant ça passe. Donc là en fait ce qu'on a fait c'est vraiment juste rediriger l'output sur notre stream et vérifier ce qui se passait dans les tests. Ouais. Juste, du coup, s'il y a des rangs au milieu, ça fait pas deux outputs différents? Si ça peut, ouais. Ça peut. Donc là en fait il se trouve que la manière dont là il y a un rand. Oui, mais ils sont pas runtime nul, du coup c'est toujours le même rand. C'est ça, c'est ça. Donc ça peut nécessiter parfois changer, tweaker quelque chose, préparer le code un petit peu. Enfin, quand on verra, quand je présenterai le Mikado méthode, on verra comment aussi utiliser ça dans ce contexte-là. Enfin, alors souvent il peut y avoir des petites choses comme ça à régler, quoi. Le rand, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, du temps, des choses comme ça. le log du temps, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Alors, il y a des outils qui existent pour aider tout ça, j'en parlerai un petit peu après. Du coup, bah là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais committer ça. Et c'est bon. Et du coup, on va pouvoir passer à la deuxième. On va pouvoir passer à la deuxième technique, voilà, qui est le Mikado méthode. Alors, même question. Qui a déjà entendu parler du Mikado méthode? Non. Un peu plus de mains. Un peu plus de mains. Alors le Mikado méthode, c'est une technique de refactoring dont le principal objectif est d'éviter l'effet tunnel. Parce que j'imagine que, enfin, on connaît tous le truc où tous les jours on est dans un refactoring et puis on se dit bon bah c'est bon, je devrais avoir fini aujourd'hui, puis en fait les jours se succèdent et se ressemblent et
Et nos collègues commencent à nous regarder d'un drôle d'œil quand on leur dit pour la 20e fois qu'on devrait avoir fini aujourd'hui. Donc c'est typiquement pour éviter ce genre de truc. Donc l'idée, c'est de construire un graphe de baby steps de refactoring. Un graphe de tout petites étapes pour qu'on puisse les prendre par les feuilles qui, elles, dépendent de rien. Et à chaque fois, on peut committer, on peut intégrer, on peut tester, on peut déployer, on peut tout faire, parce que tout continue à fonctionner, mais on n'a pas perdu le fil et on sait où on en est dans notre refactoring et on sait vers où est-ce qu'on va, quoi. Alors pour que ça fonctionne, il ne faut pas grand-chose, il faut un but et il faut un critère de non-régression. Alors souvent, plus le langage est typé fortement et plus on peut utiliser la compilation comme critère de non-régression. S'il est moins typé ou s'il y a beaucoup de polymorphismes ou de choses qui sont dépendantes du runtime, bah, en fait le graphe aura tendance à se redéployer quand on va avancer. C'est-à-dire qu'il va se regrossir ensuite à terme. Donc si le langage est très typé statiquement, on peut presque avoir une vision totale de ce qu'il faut faire dès le début, quoi. Donc le Mikado méthode, c'est un espèce de petit algorithme, bon, au sens très comment dire, fuzzy du terme, hein, c'est pas... Donc l'idée, c'est, on essaye de faire notre changement, notre but, on regarde ce qui marche pas, donc avec notre critère de non-régression, donc ça peut être la compilation tout simplement. On essaye de faire des fixes triviaux de notre changement, donc c'est ce qu'on appelle le scratch refactoring, c'est qu'on essaye sans trop de garantie que ça marche, mais on essaye un petit peu. Et du coup, ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Des fois ça va marcher, ça va passer. Donc ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où ça passe, on peut committer. Donc on commit, et on peut même s'arrêter si jamais on est arrivé à la fin de notre refactoring, qu'on a fini notre goal initial. En revanche, des fois ça ne va pas passer, puis on va comprendre d'autres problèmes, des prérequis pour que notre refactoring qu'on puisse faire notre étape de refactoring. Et donc à ce moment-là, on revert. On revient en arrière, on enlève les changements qu'on a faits, et on récurse sur les prérequisites. Donc l'étape vraiment intéressante, c'est le revert. Ça veut dire qu'à la place de garder du code en train d'être changé à un moment dans notre base, en fait on revert. On revert parce que comme ça on se retrouve dans un état où le code marche et tout fonctionne, et on travaille sur les prérequisites. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur notre exemple. Donc pour illustrer les choses, je vais committer de manière exagérément fréquente. Mais c'est vraiment pour illustrer la technique. Donc là, nous, on va commencer par faire un graphe. Donc je trouve que j'en ai commencé un là, qui est... Voilà. C'est qu'on voudrait remplacer nos 4 tableaux par un vecteur de player. Donc la première étape du Mikado, c'est de dire on remplace, hein. Donc allons-y. Je vais essayer de ne pas utiliser la molette parce que ça bouge un peu vite. Donc je fais ça. Voilà. J'ai une question. Ouais. En fait, les 3 éléments que tu veux les extraire dans une structure, c'est ça? En fait, je veux créer une classe player qui va avoir les propriétés qui étaient avant enregistrées dans les tableaux. Parce que j'ai vu tout à l'heure, tu as utilisé ReSharper, mais du coup, je sais pas si tu comptais le monter, mais genre, est-ce que tu comptes utiliser ReSharper pour refactorer ou pas En fait, c'est un indépendant de ReSharper, quoi. Des fois, ReSharper, il va te donner des petits trucs qui vont te faire aller un petit chouïa plus vite, mais ça ne change rien, en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir le compilo, quoi. C'est plutôt d'avoir le compilo qui va te donner les erreurs, plus que ReSharper. Donc là, par exemple, j'ai fait ça. Donc ce que je vais faire, je vais essayer mon critère de non-régression qui est de compiler. Donc curieusement, j'ai tout un paquet d'erreurs, hein. Donc alors regardons les erreurs qu'on a. Les erreurs qu'on a, c'est que il faut enlever ces tableaux. Il faut enlever ces tableaux, là, tableau place, tableau purses, pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? Il faut enlever aussi le tableau in penalty box. Là, on voit qu'on push un player par son nom, donc il va falloir qu'on change il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ce player aussi, ce tableau. Bon, ensuite, on accède au tableau, donc ça marche pas.
Et puis ici, on voit bien que là, ça compile pas parce qu'on n'a pas cette classe player non plus. Donc on va compléter notre graphe ici. On va expliquer nos premiers changements à faire, quoi. Donc ça veut dire, le premier c'est change type of players to vector de player. Ça c'est le premier truc. Il va falloir qu'on remove places. Il va falloir qu'on remove purses. Puis il va aussi falloir qu'on remove in penalty box. Voilà. Donc on a ces 4 étapes à faire. Donc ce qu'on fait là, on revert. On revert et du coup ça doit continuer à passer et même les tests doivent continuer à passer. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je dis qu'on reste toujours sur un état vert et que ça évite l'effet tunnel. Donc on va réessayer notre premier changement qui est dans notre liste ici, qui est changer le type pour vecteur de player. Donc on va essayer ça. Et là, même topo. On regarde ce qui compile pas. Donc ici, il nous faut une classe player. Donc on va rajouter une étape. Voilà, il va nous falloir ça. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Si on regarde dans le CPP, là il ne comprend pas ça. Donc on va faire ce que je disais tout à l'heure, on va faire un peu de scratch refactoring. Ça veut dire qu'on va lui faire plaisir, on va juste faire une classe comme ça. Voilà. Et on va essayer de recompiler. Du coup, ça ne nous avance pas grand-chose, mais on a beaucoup moins d'erreurs tout de suite. Et du coup, si on regarde, on voit, il nous faut un constructeur. Il nous faut un constructeur par nom. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il va falloir qu'on change ce truc-là par un chevron. Il va falloir qu'on puisse outputter notre player sur un stream. Et là, on voit qu'il lui écrit son nom, en fait. Et puis, on a beaucoup de choses comme ça. Donc, mettons nos étapes. Hein. Il nous faut setor player name. Il nous faut player, c'est stream. Puis on avait une autre étape, c'était use. Voilà. Donc on a toutes ces choses-là. Bon, visiblement, pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on ait déjà une classe player, sinon ça ne marchera pas. Et même punition que tout à l'heure, on peut reverter. Donc du coup, il a repris mon truc. Ouais, c'est bon. Donc là, tout compile. Mais on va pouvoir passer à la... Là, a priori, ces étapes-là, créer une classe, ça devrait être bon. Rajouter un constructeur, ça devrait être bon. L'écrire sur un stream, ça devrait être bon. Enfin, il n'y a pas de raison que ces trucs-là ne marchent pas, quoi. Donc on va pouvoir essayer directement de creuser un petit peu dans notre étape suivante, qui est d'enlever places. Donc on va regarder un petit peu ce que ça fait si on enlève places. Donc on l'enlève. On essaye de compiler. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Quand on l'enlève, pour enlever places, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir enlever cette initialisation. Il va falloir ajouter la place dans le player. Il faudra l'initialiser à 0. Ça, c'est ça que ça veut dire. Donc add player.place. Du coup, pour faire ça, il nous faudra aussi la classe player. Il faudra aussi initialize player.place at 0. Qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Si on continue... Alors là, on voit qu'on accède à place, donc il va nous falloir des getters et des setters. Donc on va rajouter ici add player.place et add player.move to new place.
Et si on descend... Alors là, le code est moche, hein, on pourrait se dire, ah, mais on pourrait refactorer, mais ça, c'est un piège, donc je vous expliquerai après pourquoi il ne faut pas le faire. Donc là, on voit encore le même cirque. Ici, bah, on accède à la place, donc ça devrait être bon avec ce qu'on a déjà. Et en dessous, bah, il n'y a pas d'autres erreurs. Donc on a fait à peu près le tour pour place. Alors, hop, je vais check-outer et revenir à 0. Yes, je vais vérifier que tout compile. Et on va revenir sur notre graphe. Alors là, je ne vais pas faire les deux autres parce que c'est sensiblement la même chose. Donc on va directement skipper à l'implémentation. Mais en gros, bah, il faut rajouter des nouveaux champs avec des valeurs d'initialisation et des getters un petit peu différents. Ouais. Qu'est-ce qui te fait choisir entre, par exemple là, ajouter la classe player, c'était un nœud qui avait bien l'air terminal, qu'on pouvait faire sans problème, etc. Et finalement, plutôt que de commencer par le faire, Ouais. tu as continué à explorer le graphe. Ouais. Et tu aurais très bien pu commencer à faire de maintenant. C'est quoi le critère de choix qui te fait dire, je continue à explorer, ou au contraire, là j'ai eu un premier truc, je vais y aller plus loin, quoi. En fait, tout dépend de comment tu veux, des contraintes que tu as d'implémentation, de l'incertitude que tu as sur le refactoring. Si tu as beaucoup d'incertitudes sur le refactoring, tu auras plutôt tendance à explorer beaucoup. Tu vas continuer à explorer le graphe. Si tu es à peu près confiant et que tu vois que la partie là aurait déjà de la valeur par elle-même, tu pourrais te dire, je vais le faire. Moi, j'aurais rajouté aussi, comme tu parlais du fait que ça fait 20 jours que tu dis à tes collègues que tu vas avoir fini ce soir, c'est bien justement de garder les trucs que tu sais que tu peux faire en une journée, pour régulièrement avoir quelque chose à dire à tes collègues le matin. Et après, le reste de la journée, tu explores. Pour justifier ton savoir, c'est ça. Pour justifier politiquement le fait. Du coup, là, on a un truc, on a du code qui compile. On va quand même vérifier que tout passe. Et on va pouvoir s'attaquer au graphe, en fait. Alors, première étape qu'on voit dans notre graphe, complètement indépendante du reste, c'est utiliser ça à la place de ça. Donc ça, on va regarder ça tout de suite. Alors, il y a un endroit, c'est ici. Donc si on fait ça, normalement, tout devrait continuer à fonctionner. Donc là, j'exécute le test. Tout passe. C'est formidable. Du coup, ce qu'on peut faire ici, on peut committer. Change just to. Et ici, on peut marquer qu'on a fait ça. On va pouvoir passer à un autre nœud terminal. C'est ici, là, créer la classe player. Donc on va créer une classe. Donc on appelle ça player. Voilà, on a une classe player. Donc, tout passe. Ce qui veut dire que comme tout passe, on peut compiler. Et cette étape, on peut la mettre done. Ce qui veut dire qu'on peut passer à l'étape suivante. Alors, il se trouve que moi, j'aime bien le TDD, donc je vais écrire ça en TDD. Player test, donc print its name, tout simplement. Donc on va avoir ce truc là, on va faire un nouveau player qu'on va appeler Joe. On va appeler ça Joe et on va faire il est où mon truc, c'est out player et je veux vérifier que
ça c'est égal à Joe. Voilà. Donc là il n'est pas content effectivement parce que il a pas il n'y a pas les bons, il manque plein de choses pour compiler. Donc ça compile toujours pas, il faut exprimer ce truc. Je triche un peu. Hein. Voilà. Et ici, j'ai mon petit truc que je vais implémenter. Et là, non, du coup, mon test devrait s'exécuter, il devrait failer. Voilà. Le test fail parce qu'on printe rien. Donc pour printer quelque chose, on va faire, je sais pas s'il fait ça, il fait ça. Create. Voilà. Mais là, Le test devrait passer, non, le test passe pas. Pourquoi est-ce que ça passe pas? Je vais voir ce qu'il m'a fait ici. Oula. Oh non. Oula. Il passe ça dans la caméra. Oula. Et ça passe. Cool. Bon. On va faire un petit peu de refactoring. On va vérifier que tout passe encore. Et ça passe. Du coup, ce qui veut dire qu'on peut aller ici. Et ici, on a add player.name. On peut retourner sur notre graphe et voir que ces deux étapes-là sont faites. Celle-là est faite aussi. Et ce qui nous met en bonne position pour essayer de faire ça. Donc ce qu'on va pouvoir essayer tout de suite et on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc on va dans Game. Ici on change ça, on include le fichier. On regarde si tout compile. On essaye d'exécuter notre test. Et ça passe encore. Ce qui veut dire qu'à partir d'ici, on peut committer. Et on peut mettre ça à done. Alors après, on peut continuer les étapes suivantes de la même manière. Là, il n'y a pas de surprise particulière avant d'arriver au penalty box. Donc on va pouvoir faire un petit wrap-up sur ce que ça donne. Excusez-moi. Donc, un petit wrap-up sur les deux techniques. Alors, le Golden Master,
ça marche, là je l'ai utilisé sur les traces, les logs, mais en fait ça marche sur n'importe quel side effect. Ça veut dire que si vous faites des IO sur le réseau, si vous faites des IO sur un disque, quoi que ce soit, en fait, vous pouvez utiliser ça pour capturer des choses. Une astuce aussi, c'est d'ajouter vos propres traces. Ça veut dire que vous pouvez rajouter des traces dans le code, des traces sans effet de bord, les enregistrer quelque part et ensuite utiliser ça pour vous-même capturer ce qui se passe dans le programme, sans forcément rajouter d'autres choses que d'autres entry points ou des choses. Comme j'ai dit au début, ça demande une stricte séparation entre le refactoring et les features. Ça veut dire que c'est vraiment refactoring où on ne change pas le fonctionnement du programme. C'est tricky, il y a une phase qui est tricky s'il faut upgrader le snapshot. Là par exemple, si on continue le kata jusqu'à la fin, à un moment on trouve un bug dans le code qui est existant. Ce qui veut dire que le snapshot, si on fait l'implémentation qu'on veut faire, on va corriger le bug naturellement, on n'a pas envie de remettre le bug là-dedans parce que ce sera vraiment bizarre. Mais en revanche, ça veut dire qu'il faut updater le snapshot. Donc oui, il y a une étape, il faut vraiment faire attention de dire bon bah on désactive notre test, notre Golden Master, on corrige le bug dans le code existant, et ensuite on régénère un nouveau snapshot, et ainsi de suite. Ce n'est pas des tests qu'il faut garder, parce que c'est des tests qui sont immaintenables, donc ils ne sont pas bien à mettre dans le CI, à mettre dans le pipeline de test, à mettre en QA et tout ça. Il y a des gens qui utilisent des trucs qui s'appellent des outils d'approval testing, qui font du diff, et qui vous aident à dire, bon, bah, en fait, cette erreur-là, je la garde, je l'exclus, qui ont des petits patterns des systèmes des regular expression pour exclure des morceaux automatiquement de la comparaison, des choses comme ça qui permettent de rendre les choses un peu plus industrielles. Mais bon, après, de là à le mettre dans un pipeline, ça me semble pas une bonne idée. Ce qui peut être intéressant, en revanche, c'est de garder le code qui génère le snapshot, ou de garder cette infrastructure, mais quitte à pas l'exécuter dans les tests tout le temps, pour que quelqu'un veut se refactorer plus tard, puisse se dire, bon bah là, je passe en mode refactoring, du coup, je génère un snapshot et je commence à exécuter les tests, et puis quand j'aurai fini, je le désactiverai. Pour le Mikado méthode, c'est une technique qui est beaucoup moins risquée que de se lancer dans le refactoring et de tout refactorer à tout va et de ne pas s'arrêter jusqu'à ce que tout fonctionne, parce que là, justement, on contrôle les étapes qu'on fait et à chaque fois, on a quelque chose qui marche. On peut aussi l'utiliser pour découper un refactoring en tellement petits morceaux qu'après on n'a plus besoin de demander la permission pour faire ces petits morceaux. Ça veut dire que si vous avez un gros refactoring qui est long à faire et puis que vous allez voir votre boss et vous lui demandez d'avoir du temps pour faire le refactoring, il va vous dire non. Alors qu'en revanche, si vous le découpez en tellement petits morceaux qu'il n'y a même plus besoin de demander, vous pouvez le faire et puis l'étaler sur le temps qu'il faut pour que ça se passe bien, sans bloquer les features, sans bloquer rien du tout. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. On a vu le graphe tout à l'heure, ça sert aussi comme outil de communication. Ça veut dire que vous pouvez communiquer avec quelqu'un pour lui dire bah, on a toutes ces choses-là à faire, on a déjà fait tout ça, donc on avance bien. Ça permet de communiquer avec vos collègues pour que si vous décidez de paralléliser le refactoring, ça veut dire par exemple il y en a plusieurs qui vont pas travailler sur des branches différentes du graphe en parallèle, mais vous saurez toujours où est-ce que vous en êtes. Ça vous permet de démarrer un refactoring, de mettre en pause et de continuer la semaine plus tard parce que vous avez eu un coup de bourre, sans être complètement perdu de là où vous en êtes. Donc c'est un outil de communication qui est intéressant. Les problèmes de compile, ça vous permet de planifier beaucoup en amont le graphe de refactoring et le plan de refactoring, donc avec C++, c'est pas mal. Avec des langages plus dynamiques, déjà avec Java, on voit des différences parce qu'on a plus de branches du graphe qui apparaissent petit à petit. Puis si on utilise des langages type Ruby ou des trucs complètement dynamiques, là en fait, on découvre quasiment tout. Le graphe grossit à chaque fois qu'on avance, quoi. Mais quelle que soit la méthode qu'on de toujours le faire de manière incrémentale et de ne pas se retrouver dans un état où tout est pété, quoi. Autre chose, c'est tout à l'heure on disait ah mais ça c'est moche et tout. Ouais, c'est vrai. Mais en fait c'est un gros piège parce que c'est quand on commence à se dire ah c'est moche, je vais quand même changer ça, qu'on met le doigt dans des trucs et après on se retrouve embarqué dans des refactorings qui ne sont pas vraiment directement liés avec l'objectif qu'on avait au départ. Au départ, on avait un tout petit objectif bien précis, et ce qui est important, c'est de faire ce truc-là et d'améliorer le code. C'est pas de corriger tous les problèmes et tous les trucs dégueulasses qu'on va croiser au cours du chemin, parce que sinon, en fait, c'est là où on se retrouve embarqué pendant 3 semaines de refactoring. C'est aussi un coup à se dire ah mais je vais pas reverter tout de suite mon truc parce que ouais. j'avais fait des trucs à la main. Donc en fait, je vais le garder un petit peu et puis 2 heures après, c'est fini. Ouais. Vous connaissez la loi de Linus, c'est avec assez Dieu, tous les bugs sont creux.
Du coup, si on n'a pas de bons critères par exemple pour le Golden Master ou même pour le Mikado méthode, si on n'a pas de bons critères de non-régression, on peut aussi utiliser le pair programming ou le mob programming. Ça veut dire que si vous êtes à plusieurs à regarder les changements, vous spotterez plus de problèmes que si vous êtes tout seul. Donc c'est une technique quand c'est vraiment tricky de faire à plusieurs, ça aide bien. Comme l'a démontré le Lightning Talk de 5 minutes où 80 personnes n'ont pas été capables de dire si on copiait ou on On va finir au copier. Ouais, mais C++, c'est toujours sa copie et c'est undefined behavior, tu le dis au pif et t'as raison dans 98%. Tu exagères, 67. Et dernière astuce, c'est qu'on peut utiliser le Mikado méthode pour mettre le test de Golden Master. Ça, c'est, alors là, comme ce qu'on veut, c'est quelque chose de très dynamique, c'est que le test passe, entre guillemets. Là, la découverte du graphe, elle va être plus dynamique, mais ça fonctionne bien aussi. Donc, que dire de plus? J'arrive à la fin. Là, les étapes de ton graphe, elles étaient minuscules. Et est-ce que c'est pour l'effet démo ou est-ce que dans la réalité, tu fais des étapes aussi petites à chaque fois? Bon, en fait, en pratique, on va avoir... ça dépend. En pratique, ça dépend. Non, on va peut-être essayer d'avoir une idée plus à la grosse quand on a quelque chose de très gros. Mais après, si on a des étapes vraiment tricky, on va peut-être descendre à ce niveau de détail. Ça va être un petit peu comme on va le sentir, quoi. On peut déjà avoir des bénéfices en termes de communication, de découpage en petits morceaux, de pouvoir le faire incrémentalement et tout ça, même si on a des étapes qui sont un peu plus grosses et un peu moins précises, entre guillemets, quoi. Moi, je dirais que ça dépend aussi simplement de qui est-ce qui code. Code reviewé par quelqu'un d'ultra occupé, des changes de 3 lignes, en fait, c'est peut-être le seul truc qui va passer vite. Ouais, c'est vrai. Le concept de Golden Master, on perturbe un peu en fait. Si on a un projet, on va dire, un industriel qui est très sérieux, on aura toujours une suite de tests. Je sais pas quoi. Admettons qu'on ait ça, admettons qu'on a un truc sérieux comme une suite de tests, je vois pas l'intérêt en fait du Golden Master par rapport à cette suite de tests. Et en plus, c'est limite dangereux parce qu'on va tester qu'un truc qui est l'effet visible sur un IO quelconque. Potentiellement, on aura pété un truc, on verra même pas. Et du coup, c'est un peu pas. En fait, il y a deux intérêts. C'est que il y a des fois où on n'a vraiment pas de test. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième aussi, c'est qu'à bricoler ce truc-là, on peut avoir une feedback loop rapide. Ça veut dire qu'on peut lancer le test de Golden Master et peut-être avoir un retour en quelques minutes, des fois quelques... Mais et en revanche, quand on lance tous les tests du système, souvent c'est un truc qui va prendre des heures, voire des demi-journées, voire des journées. Du coup, là, itérer pour avancer sur ce truc-là, le Mikado méthode, on va mettre 3 jours rien que pour faire deux nœuds, quoi. Mais du coup, il faut quand même à un moment donné dire bon, là, Ah oui. j'ai quand même changé plein de trucs, il faudrait que je lance la suite de test. Ah bah oui, ouais. Ça n'empêche pas, c'est juste que tu vois, tu vas capturer peut-être 80% des problèmes, après tu vas en retrouver 20, mais c'est au moins, t'es pas obligé de... Il y en a 80 que tu vas éviter, quoi. Ouais. Là, on fait un Golden Master sur la totalité de l'application, mais tu peux aussi avoir un Golden Master un peu plus ponctuel sur... On appelle un test unitaire. Non. Non, pas forcément, mais... Ça m'est arrivé de bosser sur des modules entiers qui n'étaient pas du tout documentés, pas du tout testés, et où personne ne sait ce que ça fait pour de vrai. Là, tu fais, ouais, c'est ça, tu vas faire ton Golden Master sur ton module, et par contre, tu peux le tester là. Moi, je l'ai utilisé avec... et je trouvais que ça marchait vachement bien, c'était sur un serveur qui faisait des choses, et c'était en capturant les paquets, en fait. En capturant les messages, juste, et on renvoyait toujours les mêmes trucs, et on vérifiait que ça nous ressortait la même chose, et ça nous a permis de bien refactorer ce truc. Et l'autre question que j'aurais, c'est que ça rejoint tous les talks que tu fais Fred des fois là, sur QuantID. Là. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas caler dans les feuilles là, un truc compréhensible par QuantID et tu lances ton graphe et tout? Mais en fait, je voulais le faire, et puis après, je me disais, depuis tout à l'heure, je lève la main en disant, j'ai pas une question, j'ai une remarque. Mais ouais, clairement, en fait, c'est un peu du... On est arrivé sur un peu du Mikado méthode sur QuantID, où quand tu as des refactoring énormes, tu vas essayer de le lancer. Si ta règle ne passe pas tout, justement, tout reverter, recommencer à travailler sur des trucs plus petits et refaire des règles.
Et au lieu de faire une règle qui fait la totalité du refactoring et qui touche une centaine d'équipes différentes qui vont jamais tout valider, c'est avoir justement du Mikado avec chaque file que tu envoies en prod. En fait, en ce moment, les gens, tu vois, Ken Beck qui a inventé le TDD, des gens qui s'intéressent beaucoup au refactoring comme ça, ils pensent à des systèmes comme ça, à avoir presque un langage tu vois, de transformation, de description de refactoring pour qu'on puisse décrire. Je pense que l'idée, c'est d'avoir un log de ta construction de programme, tu vois, plutôt que d'avoir du code. C'est ça. Ouais. C'est un peu ce que le plan de TI fait. Ouais. Tu prends la ST et tu le... Et alors, c'est marrant parce que tu vois, le bouquin de. Ouais, les vieux bouquins de refactoring de Martin Fowler et tout, ils présentent déjà un petit peu. C'est déjà un peu cette idée-là, d'une manière. Ils écrivent un catalogue de refactoring qui sont des trucs élémentaires et qui peuvent C'est ça. s'implémenter et qu'ensuite voilà, tu dis ce que tu veux faire. Et puis... C'est ça, c'est ça. Et tu vois, en termes de merge, en termes de plein de choses, ça pourrait être super, quoi. Tu vois, à part d'avoir des diffs dans ton VCS, t'as des refactoring, et du coup, pour les merges, pour ce genre de trucs, pour réappliquer des choses, c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est-à-dire que quand on renomme un field, tu as préféré avoir un truc C'est ça. renommage du field, et que c'est un truc automatisé qui garantit que tu n'as rien fait d'autre dans le commit que le renommage du field. À faire une review, c'est OK, il a renommé le field, je suis d'accord. Alors qu'autrement, bah, je suis obligé de voir tous les endroits où tous les impacts du renommage du field, et c'est du temps perdu. Ouais, là, c'est vrai qu'avec Sharper, ça aurait gagné du temps. Ouais, j'aurais pu regagner du temps sur des trucs, mais c'est aussi volontairement que j'utilise pas beaucoup parce que c'est pas l'objet du. C'est pas l'objet du truc. Du coup, ouais, juste pour conclure, en fait, à Murex, on a un coaching de refactoring comme ça, où il y a d'autres pratiques aussi qu'on a explorées, comme le bubble context, le strangler application, l'anti-corruption layer, des techniques comme ça de refactoring qui sont des techniques de refactoring un peu plus grosse échelle que juste je renomme une méthode ou un truc de ce genre-là, et qui permettent tout ont le but de pouvoir faire des refactoring assez gros, de manière petite et incrémentale, sans tout péter, quoi. Et voilà, si vous avez des questions. Et en pratique, ça marche? Vous y arrivez à refactorer le code ou pas? Bah ouais, il y a des... Alors en fait, ouais, on arrive à refactorer des parties du code. Après, la masse est telle que, bon, c'est... Non, on y arrive sur des parties, et quand on met le focus dessus sur une partie qu'on veut refactorer, on y arrive. Après, quand il y a d'autres problématiques qui sont vraiment compliquées, c'est la taille du beans. La taille du beans, et quand on commence à avoir des refactoring qui impliquent beaucoup d'équipes, tu vois, et de redéfinir une architecture, une vision d'architecture qui implique beaucoup d'équipes, c'est là où vraiment les choses deviennent compliquées. Et là, en fait, on sort encore du... C'est pas qu'un problème de code, de technique et de choses, c'est vraiment il faut que les gens soient d'accord, qu'ils comprennent vers où on veut aller. Il y a beaucoup d'humains, quoi. Ouais. Il y en aval et donc tu exploites ton graphe comme ça. Quand je fais refactoring, en général, c'est plus, je suis dans un bout de code et tout ça, c'est un peu merdique. Je modifie, en fait, c'est plus en amont. En fait, je dois remonter, je tire la ficelle et du coup, en fait, je remonte l'arbre. En fait, je pars d'une feuille, ouais. Je remonte l'arbre et après, il faut redescendre toutes les branches. Et en fait, c'est vachement dur de quantifier le bousin quand tu pars parce que bon, ça va me prendre la journée. En fait, tu te fais bouffer le bras parce qu'en fait, tu as juste une branche au départ et en fait il y a 5 branches en fait qui repartent. Ouais. Et est-ce que tu trouves plus souvent dans le cas que tu avais fait toi où tu pars de la racine et Ben, en fait, je trouve que partir tu vois, des feuilles, ça marche bien quand tu as déjà une bonne discipline de code et que ton code est globalement propre. Parce que du coup, tout le monde va tu vois, mettre ces petites pierres à l'édifice pour garder le code propre, et du coup, quand tu te lances dans un truc, ça prend pas trop longtemps et globalement, on arrive à garder le code propre. En revanche, quand c'est vraiment le beans, si on se lance comme ça dans un truc en disant ça c'est vraiment moche et du coup on essaye de le changer, 90% du temps, bah, y a plein d'autres trucs qui marchent plus, du coup on se met à devoir changer d'autres choses et tout, et on est embarqué là-dedans et en fait on s'en sort pas, quoi. J'avais lu un post super intéressant sur un mec qui disait que si on arrivait à faire des refactoring qui étaient viraux, ça veut dire, par exemple, on crée un nouvel objet qui est plus facile à utiliser qu'un ancien. Et ben en fait, il suffit de le mettre dans le code comme ça, et d'en parler un petit peu,
et le truc se propage tout seul parce que les gens l'aiment, tu vois. Les gens l'aiment et l'adoptent. Et par contre, l'étape, c'est de garder les deux. Tu veux... Enfin, on voit encore du code avec du char étoile, donc Bah, ouais. pas tant que ça. C'est pas les gens aiment le char. Non, mais si, c'est des trucs que tu comprends, c'est pas moi qui l'ai pris. Ouais. Parce que l'objet de placement n'est pas fou non plus. Hmm. Non, mais c'est vrai que PDR est un exemple. Merci beaucoup.